à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des conseils d'Éric et Sophie pour réussir ses concours et son année de classe préparatoire. Alors, j'accueille bien sûr Éric Cobast, qui est professeur en classe préparatoire et expert de toutes ces questions pour parler aujourd'hui de la dissertation. Bonjour Éric. Bonjour Sophie. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va plutôt bien en fait. Voilà, prêt à conseiller les jeunes comme d'habitude pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le plaisir d'être avec vous, voilà, et sans prix. Alors aujourd'hui, on va parler de la dissertation. C'est vrai que c'est parfois un grand mystère. Comment on fait une dissertation? Est-ce qu'il faut s'entraîner? Combien de dissertations faut-il faire dans l'année? Toutes ces questions, on va vous les poser, Éric. Est-ce qu'il y a, Éric, c'est quoi votre premier souvenir de dissertation? Est-ce que vous avez un souvenir de dissertation? Comme élève ou comme professeur? Comme élève. Ah non, alors là vraiment, je suis un vieil homme, donc non, j'ai pas de souvenir. En revanche, c'est vrai que comme étudiant, j'ai quand même le souvenir, et bon, j'ai eu la chance d'avoir des maîtres importants, et puis j'étais dans des beaux lycées, je pense à Henri IV par exemple, mais malgré tout, malgré ces lieux qui étaient des lieux privilégiés, j'ai quand même eu le sentiment longtemps de ne pas savoir exactement ce que c'était qu'une dissertation. Donc ça restait quand même toujours un peu flou. Voilà, j'avais la chance que ça marche, mais je ne savais pas trop pourquoi ça avait marché. Et c'est finalement aussi inquiétant que de ne pas savoir pourquoi ça n'a pas marché. C'est vrai que je pense que les jeunes ont cette sensation aussi, lorsqu'ils rentrent même en terminale et en prépa, les professeurs ont toujours un peu des réticences à leur donner des recettes. Quand les élèves leur demandent c'est quoi la recette pour faire c'est comment on fait une dissertation, c'est oui, non, peut-être, etc. Et les professeurs ont toujours un peu de réticence à donner vraiment une méthode en réalité pour faire une dissertation. Bah, c'est vrai, c'est toujours été un peu ma question que je me suis posée quand j'étais professeur en Cagne, c'est qu'effectivement, nous, quand on a passé nos concours, on a réussi parce qu'on avait eu des bonnes notes en dissertation. Donc, on savait les faire. Et après, on a eu comme une sorte de pudeur à transmettre les méthodes par lesquelles on avait réussi, nous, à avoir nos concours. Comme si ça ne pouvait pas se transmettre. Et puis, au lieu de quoi, on entend souvent, parce que le vrai problème de la dissertation, ce sont les conseils qui sont répétés depuis 50 ans, pour ne pas dire 100 ans. On fait ceci, on fait cela. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire quand je fais des conférences à droite à gauche sur la méthodologie, c'est qui est ce on? On m'a dit qu'il fallait 3 parties. Ben, s'il te plaît, tu me donnes son adresse, parce que je sais pas, voilà, c'est qui on. Et vraiment, et c'est on tout le temps. Et sur la conclusion, il y a des bêtises. Enfin, il y a beaucoup de choses bizarres qu'on attribue à on et qui finalement sont des. Alors par exemple, est-ce qu'il faut faire 2 ou 3 parties? Ça, c'est un grand mystère. Il n'y a pas une règle, il n'y a pas une loi en France qui dit qu'il faut 3 parties. Ben non, voilà, c'est nulle part. Ben, qu'on me montre le texte de loi, le texte réglementaire, qui impose quand les dissertations, alors on va parler de philo d'abord parce que c'est plutôt mon objet, mais ce serait pareil en géopolitique ou effectivement à chaque fois qu'on fait une dissertation. Quel est le texte qui impose qu'il y ait 3 parties dans une dissertation? Non, il y a un seul concours où il y a un texte qui impose un nombre de parties déterminé, c'est le concours de l'ENA. Où là, effectivement, on dit c'est 2 parties, 2 sous-parties et 2 paragraphes par sous-partie. C'est inscrit dans le règlement. Mais sinon, il n'y a aucun règlement. Pour le concours de l'HEC, par exemple, il n'y a pas de règlement. Mais non. Alors, simplement, effectivement, il y a une tradition. C'est pas pareil. Il y a une tradition qui est issue du Moyen-Âge, même d'avant, on voit Aristote, qui est une tradition tripartite, voilà, avec, on dit, voilà, 3 parties, 3 mouvements. C'est finalement la bonne dimension, la bonne mesure pour donner toute la mesure d'une réflexion sur un sujet déterminé. Mais là, encore une fois, moi, ce que je disais souvent à mes étudiants quand j'étais professeur en Cagne, et j'ai eu la chance d'enseigner dans une belle Cagne qui intégrait à l'ENS, donc des étudiants qui ont vraiment réussi aussi, ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas compétents, mais bon, moi j'ai eu des étudiants qui sont allés à l'ENS, et voilà, je leur disais toujours, il vaut mieux avoir un plan en 2 parties qui fonctionne qu'un plan en 3 parties pourri, quoi. Voilà, c'est tout. Il faut être pragmatique. Or, souvent, le plan en 3 parties, il échoue parce que la 3e partie est bâclée. Parce que le temps est passé, que le candidat n'a pas totalement bien pris l'ampleur, donc pas pris la mesure finalement du temps nécessaire pour rédiger ses parties. Et il arrive, il n'a plus qu'une demi-heure ou 3/4 d'heure pour une 3e partie qui en réclamerait 1h30. Et là, il va bâcler, il va être elliptique, et le résultat va être catastrophique. Donc il vaut mieux dans ces cas-là faire passer
une partie des idées qu'on avait dans la première partie, dans la conclusion. Comme ça, on aura une conclusion très puissante. Et on aura une conclusion très puissante. Et voilà. Mais tout ça, c'est de la cuisine. Mais encore une fois, c'est la cuisine qui doit rappeler une chose, c'est que la dissertation, c'est une pratique. Il n'y a pas de dogmatisme, il n'y a pas de choses inscrites dans le marbre. Et tout ce qui relève effectivement de dogmatisme ou de fondamentalisme de je ne sais quel ordre sont vraiment autant d'occasions d'échouer. Est-ce qu'il y a 3 conseils que vous donneriez, Éric, pour réussir une bonne dissertation? Alors, à mon avis, pour réussir une bonne dissertation, il faut d'abord partir de l'idée, encore une fois, je vais avoir là de toujours réduire, mais c'est vraiment essentiel. Il faut d'abord partir de l'idée qu'une dissertation, c'est d'abord un exercice de lecture. Une dissertation réussie, c'est une dissertation qui montre que l'énoncé a été lu. Et quand je dis lu, ça veut dire que chacun des termes de l'énoncé, chacun des segments de sens a été évalué et effectivement on a mis en perspective l'implicite de l'énoncé en tenant compte de tous les éléments de l'énoncé. Je vous dis un exemple très simple. Les dernières dissertations que j'ai données quand j'étais professeur à Paris 2, c'était pour les étudiants qui allaient passer les concours de commissaire de police, c'était quelle valeur faut-il accorder aux droits de l'homme. Évidemment, le mot important, c'était accorder. Et bien sûr que le sujet, c'était pas quelle valeur faut-il donner aux droits de l'homme. Et donc, les copies qui ont traité quelle est la valeur des droits de l'homme ou quelle valeur faut-il donner ont été à côté de la plaque. Le verbe accorder suppose qu'il y a une réticence, suppose qu'il faut faire un effort, et c'est dans cette réticence et cet effort que se loge vraiment la problématique. Voilà, donc bon, pas répéter 10 fois la même chose, mais c'est vrai que ça, c'est essentiel. Donc d'abord, considérer que si je sais bien lire le sujet, je ne vais pas rater la problématique, et déjà, de toute façon, le plan, il est dans l'énoncé. Ensuite, c'est un exercice d'écriture. Écriture, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, il y a une langue écrite qui n'est pas la langue orale, et qu'il faut faire attention à la manière dont on formule les choses, trouver le mot juste, trouver les articulations logiques entre les différentes idées. Donc ça, c'est la deuxième dimension, vous voyez, savoir lire, savoir écrire. Et puis enfin, avoir quand même quelques connaissances et surtout quelques sens critiques par rapport à ces connaissances. C'est-à-dire qu'il faut aussi argumenter. Donc argumenter à l'aide d'exemples, en mettant en perspective les exemples qu'on sollicite. Donc vous voyez, voilà. Donc si je résume, Éric, donc c'est lire, écrire, argumenter. Et argumenter. C'est tout. Mais voilà, finalement, ce sont les 3 piliers d'une bonne dissertation. Voilà. Et tout le reste, c'est secondaire. Et effectivement, c'est déjà énorme, on est bien d'accord, je ne minimise pas les choses. Mais voilà, lire, écrire, argumenter. Et c'est ça qu'on doit apprendre à nos étudiants. Est-ce qu'il y a finalement des erreurs qu'on fait souvent lorsqu'on fait une dissertation lorsqu'il vous arrive de relire des dissertations, vous dites « Ah zut, c'est encore ça, c'est vraiment l'erreur idiote, quoi ». Alors, il y a quand même, je crois, il y a une erreur de fond qui est adossée à un préjugé. C'est pour ça qu'elle est importante et c'est bien la question que vous posez est vraiment très intéressante parce que je crois que c'est vraiment l'enjeu du truc. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir croire que la dissertation, ça va être un moment de vérité où on va, en effet, mettre en avant cette recherche de la vérité, du sens et une sorte d'authenticité de la pensée, ce qui est évidemment le cas. Mais c'est secondaire par rapport à une autre idée qui, à mon avis, est pas assez défendue, parce qu'on en a honte et puis on n'assume pas les choses. Une dissertation, c'est un acte rhétorique. Donc c'est un acte artificiel, d'accord? Donc c'est rhétorique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aussi songer à l'effet que vont produire les phrases ou les mots qu'on va utiliser. Et donc je veux dire par là que, par exemple, négliger l'impact d'une introduction, c'est fou. L'introduction, c'est un moment important où on doit amener les lecteurs à avoir envie de lire la suite. Dans le journalisme, on appelle ça l'attaque, la première phrase d'une introduction. Et l'accroche, il faut aller chercher les gens. L'accroche, l'attaque. Il faut aller les chercher parce que de toute façon, dans un concours, ils n'ont pas forcément envie de venir. Non, le type, il a 300 copies à corriger. Donc, vous êtes dans le paquet, donc voilà, ça n'a pas changé sa life, si vous êtes, voilà. Il y a ça, et puis il y a l'autre grosse erreur, qui est du même ordre, c'est la rhétorique. C'est l'ordre nestorien. Donc, on commence par effectivement donc frapper l'esprit, et puis à la fin, on laisse une empreinte. Et c'est ce qu'on appelle effectivement donc l'exorde, qui est donc l'exorde combinatoire. C'est
par exemple chez Cicéron, c'est l'introduction menaçante, donc c'est l'exorde, et puis à la fin, vous avez la péroraison, hein, c'est-à-dire effectivement qui est aussi marquante. Donc exorde, péroraison, c'est les deux moments clés dans un discours antique. Eh bien, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que dans la conclusion, on va dire ce qui va rester comme dernière impression dans l'esprit du correcteur. Donc conclure sur des platitudes, conclure sur un résumé, conclure sur une question stupide, tellement générale et cosmico-burlesque, c'est évidemment totalement suicidaire. Donc il faut toujours se dire quelle impression je donne au début et quelle impression je donne à la fin. Mais on est dans l'ordre de l'impression. Après, pour ce qui est du contenu et de la réflexion, c'est le corps du devoir, on est d'accord. Mais être vraiment sensible à l'introduction et à la conclusion. Alors, malheureusement, les étudiants n'ont pas tous compris ça. L'introduction, ils commencent à comprendre maintenant. La conclusion, moi je vous assure, hein, je répète à chaque fois, je pense que beaucoup d'étudiants perdent entre 2 et 3 points à cause de conclusions pourries. Ça, j'en suis certain. Merci beaucoup Éric Cobast. Merci pour tous ces beaux conseils qui, je suis sûre, serviront aux élèves de classe préparatoire qui sont en train de nous écouter. Merci beaucoup et à très très bientôt pour une nouvelle émission des conseils d'Éric et Sophie pour réussir ces concours. Ciao. Ciao.